Eh bien, bonsoir à tous. Voici donc une nouvelle année avec un nouveau thème, les subtiles leçons du zodiaque, que nous allons donc développer en 12 mois, donc en 12 parties. Ça fait longtemps que nous n'avons pas traité directement des énergies du zodiaque, même si en réalité nous en parlons chaque mois. Vous avez pu déjà remarquer que en fait chaque thème est développé selon ce rythme particulier du zodiaque, et que même si on ne parle pas du tout des signes à chaque fois, eh bien on pourrait arriver à retrouver en filigrane quand même telle ou telle énergie traitée à tel moment de l'année. On en a parlé un petit peu plus il y a 2 ans, au moment des travaux d'Hercule, où là c'était plus le sujet. Mais là on a décidé cette année de le traiter ouvertement, puisque les énergies du zodiaque vont représenter la vie, la qualité fondamentale, le rythme fondamental sur lequel l'humanité vit, la plupart du temps sans le savoir. Donc ça a une importance considérable pour nous tous en tant qu'humanité. C'est vraiment quelque chose qui nous influence, comme on va pouvoir le voir, mais dont on pourrait se dire, c'est quand même dommage que ça ne fasse que nous influencer, parce qu'on est en quelque sorte passif par rapport à cela, mais qu'est-ce qu'on peut en faire, en quelle mesure on peut s'en servir en tant qu'outil, et non pas simplement se laisser bercer par ces énergies. Naturellement, ces énergies, nous allons les voir du point de vue de la globalité, puisque chaque fois que nous voyons un thème, nous le voyons de ce point de vue-là, pas du point de vue personnel. Par conséquent, le processus qui consiste à dire je vais vous décrire ce que se donne un Capricorne, un Verseau, un Poisson, ça, vous allez peut-être être déçus si vous attendez ça, parce que nous n'en parlerons pas du tout, ou si peut-être anecdotiquement comme ça pour dire ou pour souligner qu'à tel moment, quand on est branché sur telle énergie, ça peut donner cela. Mais en fait, nous allons vraiment chercher à concentrer le thème sur la globalité. Naturellement, l'énergie du zodiaque est faite par rapport à cela. Quand vous pensez qu'il s'agit véritablement d'énergie cosmique, vous imaginez bien que ces énergies cosmiques n'ont que faire de la vie de tel ou tel individu. Mais les humains sont ainsi faits. Dès qu'ils se sont quelque peu individualisés, ils ont eu besoin d'amener ça à eux-mêmes et de dire, mais au fait, ces énergies du zodiaque, qu'est-ce qu'elles me disent? Et par le biais des thèmes astrologiques, par le biais de horoscopes, etc., d'essayer de montrer que peut-être que ça me dit quelque chose, à moi qui suis de tel signe ou qui est Jupiter en tel signe, etc. Naturellement, ça, c'est ce côté individualiste, on ne peut pas l'éviter, ça fait partie, comme nous l'avons vu, de l'involution et de l'évolution, ça fait partie de la marche normale de l'humain, mais dès qu'on évolue un petit peu plus, on se rend compte que ce processus individuel n'est pas forcément un processus d'avenir et qu'il faut chercher à s'en sortir pour traiter les choses beaucoup plus globalement. Donc c'est ce que nous allons faire, chercher à voir comment ces énergies du zodiaque peuvent être traitées globalement en tant que groupe, en tant qu'ensemble. C'est ce qui va surtout nous intéresser. Parce que à travers cela, ce sont toutes les clés qui peuvent nous être données pour pouvoir amener une nouvelle créativité sur Terre. On l'a vu souvent et on le redit souvent, l'humanité est essentiellement créatrice. À partir de là, comment pouvons-nous créer? À partir de quoi pouvons-nous créer? Quels sont les outils dont nous disposons en tant qu'ensemble et non pas individuellement? C'est ce que ça va nous proposer de suivre mois par mois. Et donc à travers chacun des mois, nous allons percevoir comment toutes ces énergies nous proposent un certain nombre d'éléments qui nous inscrivent dans un rythme planétaire, qui nous inscrivent dans un rythme global. En s'apercevant que si on tient compte de cela, c'est beaucoup plus intéressant pour nous de progresser. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus en rythme avec l'ensemble. Et du coup, ça marche beaucoup mieux que si on est à contre-temps, à contre-courant. Comme quelqu'un qui essaierait de cultiver des tomates en hiver, il y a des rythmes à respecter. Et respecter les rythmes du zodiaque fait partie justement de cette condition fondamentale de l'évolution. Il y a une phrase qui est intéressante que sans doute je vous redirai souvent parce que c'est un petit peu la clé, ça pourrait être le sous-titre un petit peu de ce cycle, c'est que nous sommes des énergies manipulées par des énergies et cherchant à manipuler des énergies. Bon. Ça c'est important parce que quelquefois on n'a pas l'impression que nous sommes des énergies. On a l'impression que nous sommes des corps statiques, physiques par exemple. C'est vrai que si on parle de nos corps mentaux, du corps émotionnel, on sent peut-être plus le côté énergétique. Mais si je pense à mes pensées, mon fonctionnement mental, ou si même, comme souvent dans la science actuelle, on ne parle pas du mental, on parle du cerveau, c'est très 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 physique, c'est pas forcément des énergies, on oublie que nous sommes fondamentalement des énergies. Parce que fondamentalement, nous sommes des âmes. Et donc en tant qu'âme, nous sommes avant tout justement des énergies. Et ces énergies d'âme, elles sont certes habillées par des aspects physiques. Mais ce n'est pas notre nature fondamentale. Et donc nous sommes avant tout des énergies. Ça, il faut vraiment bien le garder à l'esprit.
manipulés complètement par des énergies dans la mesure où on ne les connaît pas. Si je ne connais pas le monde énergétique dans lequel je suis un, parce que nous ne sommes pas à part de ce monde d'énergie. Hein, la science nous le dit, tout est absolument énergie. Et nous, on est dedans. Mais c'est vrai que si on ne les connaît pas du tout, on est ballotté complètement par ces énergies, on est manipulé par ces énergies. Et on s'étonne de devoir faire certaines choses, d'avoir certains aspects dans notre vie, et quelquefois qui recommencent tout le temps. Si on faisait même plus attention, on s'apercevrait que ça recommence toujours à peu près au même mois, dans la même saison, hein, d'année en année. Et on pourrait s'étonner, dire, mais pourquoi ça? Mais parce que je suis effectivement ballotté par ces énergies dont je ne prends pas conscience. Mais nous pouvons apprendre à travailler avec ces énergies. Et non plus être victime de ces énergies, mais en faire véritablement des outils d'évolution. Avant de travailler sur le Capricorne, donc le premier signe de ce mois-ci, avec ce titre Lumière dans la nuit noire, quelques explications techniques. Il y en aura un certain nombre à vous donner. Naturellement, aujourd'hui, on va en prendre que quelques-unes, sinon ça ferait beaucoup trop, et on n'aurait pas le temps de traiter le Capricorne. On en traitera un petit peu la fois prochaine, puis peut-être après la fois d'après. Donc, je ne vous dirai pas tout. Il y aura peut-être des grands points d'interrogation dans ce que je vais vous raconter, mais c'est exprès parce que tout ne peut pas être dit. Sinon, ça va devenir grosse prise de tête technique, et ce n'est pas forcément le plus intéressant. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. Alors, si on parle justement d'énergie, que tout est énergie, c'est peut-être intéressant d'abord commencer par faire un petit tour d'horizon. Et surtout, en commençant par celle peut-être auquel on ne s'attend pas, mais qui illustre bien cette histoire d'énergie omniprésente. C'est plutôt une illustration que je voudrais vous présenter là maintenant. Le monde d'énergie, ce monde de vibration, ce monde d'ondes, qui a pris une ampleur extraordinaire depuis à peu près 85 ans. Pourquoi je choisis cette date? Parce que c'est effectivement dans les années 30, au tout début des années 30, qu'on a commencé à fabriquer des postes de radio, à vendre des postes de radio, et que la TSF a commencé à émettre. Et depuis, ça n'a cessé d'augmenter. Depuis, des ondes radio, il y en a absolument partout, et de toutes sortes. Et il suffirait de prendre un poste de radio assez performant dans cette pièce, et on verrait tout ce qu'on peut capter. Sur différentes longueurs d'onde, modulation de fréquence, grandes ondes, moyennes ondes, petites ondes, comme il commence à faire nuit, on pourrait même arriver maintenant à capter ces fameuses petites ondes qui viennent de l'autre bout de la Terre, en se réfléchissant sur les couches de l'atmosphère. Ça veut dire que si on les capte là, toutes ces ondes, elles sont dans la pièce. Oui. Si en plus on allume un poste de télé et qu'on voit toutes les chaînes qu'on peut avoir dans la même pièce, et si chacun allume son téléphone, et donc avec des opérateurs différents, et que chacun peut être branché, comme on dit. Si on dit qu'il y a du Wi-Fi en plus, et si on... C'est effrayant, toutes ces ondes qu'il peut y avoir là. Ah oui, maintenant on vit dans un environnement d'ondes, donc un environnement d'énergie, un environnement d'information. Ces trois mots sont synonymes. Énergie, information, onde, vibration. Dans une pièce comme celle-ci, c'en est rempli. Mais là, on commence à s'inquiéter, puis on se dit, mais ça nuit pas, enfin ça ne nous influence pas, ça n'a aucun effet sur nous. Il faut voir. On commence à s'inquiéter. On commence à dire peut-être il faudrait débrancher le Wi-Fi de temps en temps. Peut-être que vivre dans un environnement Wi-Fi, c'est peut-être pas très bon pour la santé. Au moins la nuit, peut-être pour dormir. Il y en a même qui disent que les micro-ondes, attention, c'est extrêmement dangereux. Ne vous approchez pas trop de votre micro-ondes. Il y a, paraît-il, des armées qui testent des envois de micro-ondes sur des populations à forte fréquence, et ce qui est une manière d'abîmer toute une population d'une manière à peu près invisible. Qu'est-ce que ça fait? Oh, bah, rien n'est détruit, simplement toute la population concernée tombe malade. Nous sommes de plus en plus saturés de toutes ces ondes, et certainement que notre corps, comme pour tout le reste, va s'adapter à ça. Peut-être qu'un jour, il suffira de remuer l'oreille pour changer simplement de station radio, et qu'on pourra recevoir en direct. Mais ça fait partie donc des évolutions, mais c'est certain que c'est très récent, 80 ans, le début de ces ondes-là. Ça, c'était pour vous montrer à quel point, dans une pièce comme celle-ci, tout est présent. Mais ce avec quoi nous allons surtout travailler, ce sont les énergies et les ondes et les vibrations de tous les règnes vivants. Naturellement, les minéraux, les végétaux, les animaux sont des êtres qui irradient constamment de l'énergie. On pourrait dire, si vous voulez, en termes ésotériques, qu'ils irradient des rayons. Donc ils sont radioactifs. Il n'y a pas que l'uranium qui est radioactif. Radioactif, ça veut dire qui émet des rayons. Et comme tout est rayon, que vous connaissez les 7 rayons, on en parle tout le temps, tous ces êtres vivants émettent en permanence un certain nombre de rayons, donc d'énergie, donc d'information. Naturellement, nous sommes influencés par ça et on se rend bien compte là aussi des différences. On voit bien qu'on n'est pas du tout le même à la montagne qu'à la mer.
ou dans les bois, ou avec un arbre, ou avec des plantes, etc. On sent bien que tout ça, ça émet des rayonnements et que effectivement, ça nous influence. C'est sûr que ça a un effet sur nous, même si on ne distingue pas vraiment comme un rayonnement, mais il y a une ambiance. Il y a une ambiance de rayonnement qui est très très différente, et à chaque fois, c'est quelque chose que nous pouvons noter pour peu qu'on soit quelque peu sensible. Et on note surtout la grande différence avec, par exemple, si en ce moment vous allez vous balader dans les magasins. C'est pas la même énergie, c'est pas la même vibration. Et pourtant, ce sont aussi des vibrations, parce que les humains, nous aussi, nous émettons constamment des vibrations et de l'énergie. Par notre corps physique, notre corps éthérique, notre corps astral, notre corps de désir. Plus il est excité, plus il vibre. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on voit un petit peu tout ce qui peut se passer. Notre corps mental, en tant que personnalité, en tant qu'âme. Bref, à tous nos degrés, à tous nos niveaux, nous émettons des rayonnements qui, naturellement, s'interpénètrent les uns les autres. Ces rayonnements sont absolument partout, en tout lieu, tout le temps. Mais là où je veux en venir, et j'ai commencé exprès par ça, pour vous montrer que ça n'a rien d'extraordinaire, c'est aux énergies astrologiques. Les énergies astrologiques, elles aussi, elles sont omniprésentes. Qu'est-ce que c'est que ces énergies astrologiques? On dit ça vient des planètes, etc. Les astronomes poussent des cris d'orfraie en disant quoi? Des énergies qui viennent des planètes, mais vous rigolez, vous n'y pensez pas. En réalité, ce qu'il faut commencer par admettre pour bien comprendre ça, c'est une chose dont on parle assez souvent ici, c'est qu'il faut en finir avec la manie de l'être humain de se prendre pour le centre de l'univers et surtout le sommet de la nature. Comme un grand triangle comme ça, dans lequel en bas on a le minéral, puis le végétal, puis l'animal, et nous, l'humain, le sommet de la pyramide. Rien au-dessus de nous, rien au-dessus de nous. Enfin, si, Dieu, mais alors là, très très loin au-dessus, hors catégorie. Mais entre Dieu et l'humain, rien. Pourtant, dans la nature, il me semble voir des planètes, des étoiles, des galaxies. Ah non, mais c'est rien ça, ça n'existe pas. Non, l'humain est le sommet de l'évolution et au-dessus, c'est Dieu. Entre Dieu et nous. Le reste de l'univers, pilote. C'est ahurissant quand on y pense, ahurissant. Donc c'est intéressant toujours de réaliser qu'en réalité, les règnes de la nature continuent. Et qu'est-ce que c'est qu'une planète? Une planète, ça n'est rien d'autre que le corps physique d'une entité consciente prodigieuse. Donc déjà, pour nous, on a du mal un petit peu à évaluer quelle est l'intention de cette entité. On va y revenir aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? On en parlait la fois dernière, à propos de la Terre-Mère et de la Terre-Père. Et comment on avait justement à tenir compte de cela et que nous vivions sur ces deux aspects de la Terre en tant que planète, qui n'est évidemment pas un caillou, qui n'est évidemment pas quelque chose qui est inerte, mais qui est un être vivant, dont nous percevons simplement le corps physique et qui est fondamentalement une intention. Naturellement, pareil pour les autres planètes. Et le tout étant en rapport avec ça, ce qu'on appelle le 6e règne de la nature, les planètes, en rapport avec le 7e règne de la nature, qui est le règne des étoiles, comme notre Soleil. Et là, il y a des milliards et des milliards d'étoiles, comme il y a des milliards et des milliards de planètes. Maintenant, depuis, on le sait, parce qu'on en découvre tous les jours maintenant des exoplanètes. Donc on sait qu'il y en a absolument une multitude. Et puis ça ne s'arrête pas là, là c'est parce qu'on s'arrête à ce qu'on connaît. Mais il faudrait imaginer que les constellations, qui sont des groupements de planètes, comme des groupements de chakras, on pourrait dire, des groupements de centres énergétiques, sont aussi habités par une conscience gigantesque. Et que des groupements de constellations, ça donne une galaxie. Et que des groupements de galaxies, etc. Bon, bref, je ne sais même pas si ça s'arrête. En tout cas, pour nous, ça n'a strictement aucun sens. Quand on pense que déjà, on a du mal à imaginer qu'est-ce que représente l'état de conscience de la planète. Alors l'état de conscience de la galaxie, composé de 200 milliards d'étoiles, totalement en dehors de notre capacité. Mais voilà ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des êtres vivants. Et en tant qu'êtres vivants, comme on vient de le voir tout simplement pour nous, pour le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, eux aussi, ils émettent des rayons. Eux aussi, ils émettent des rayonnements. Eux aussi, ils vivent des états de conscience. Et cet état de conscience emplit complètement l'espace. Et encore, quand on étudie l'ésotérisme, on se rend compte qu'il y a tellement d'êtres qui ne sont pas reliés à un corps physique dense, ni même à un corps éthérique, qui sont pure conscience. Et ces multitudes d'êtres qui sont pure conscience peuplent complètement l'espace, que nous on appelle l'espace vide. Donc cet espace est en fait quelque chose qui est empli de conscience rayonnante, de tout niveau de conscience possible imaginable. Donc on est loin d'un vide. C'est aussi plein de ces énergies fantastiques que cette pièce est pleine d'énergie, d'ondes de radio, de téléphone, de télévision. C'est partout pareil. C'est vraiment quelque chose qui est absolument fantastique quand on voit cette imbrication, cette intrication de toutes ces énergies.
Au lieu de penser en termes d'exception, comme on le fait souvent, c'est toujours intéressant de penser en termes de globalité et de généralité. Si tout émet des ondes, parce que tout est vivant et tout est conscient à n'importe quel niveau en dessous de nous, c'est sûr qu'au-dessus de nous, c'est exactement la même histoire. Et que simplement, au-dessous de nous, on ne connaît pas très très bien comment fonctionnent ces énergies, on appelle ça astrologie, et on l'appelle un petit peu différemment quand il s'agit des règnes de la nature que nous connaissons beaucoup mieux. Alors là, on peut se poser la question, mais alors s'il y a toutes ces énergies, comment ça se passe? À quoi ça correspond? Par exemple, le 21 décembre, on va rentrer au solstice d'hiver dans ce qu'on appelle le signe du Capricorne. Donc on va dire, voilà, on rentre dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la constellation du Capricorne? Quand on rentre dans le Capricorne, ou quand quelqu'un dit, bah moi je suis né pendant ce mois-là, donc je suis du signe du Capricorne, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il y a toutes ces énergies. On pourrait imaginer que lorsque la Terre rentre à un moment donné dans le solstice d'hiver, avec ce qu'on appelle le signe du Capricorne, est-ce que ça veut dire que depuis la constellation du Capricorne, il y a quelqu'un qui regarde là, dire, ça y est, la Terre entre dans le signe du Capricorne, envoyez l'énergie. Et là, sur le coup, plan, sur Terre, on est dans l'énergie Capricorne. Évidemment non. Hein. Sinon, c'est exactement pareil que quelqu'un qui est, avec son poste de radio, un peu naïf, et qui dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas, mais c'est vraiment très très fort. Chaque fois que j'ouvre mon poste de radio pour avoir France Inter, tac, il m'envoie l'onde. Et, chaque fois, et il ne se trompe jamais. Hein. Il ne m'envoie jamais Europe 1 ou un tel. Hein. Je ferme pour vérifier. Il n'y a plus. J'ouvre, plaf, il m'envoie l'onde à nouveau. Trop fort. Ah oui, effectivement, trop fort. Bon. Donc, oui, c'est aussi bête. On n'est pas du tout dans cet aspect-là, et c'est pas non plus des constellations qui vont nous l'envoyer à certains moments ou à certains autres. C'est pas ça du tout. On va dire, bah, c'est les planètes, puisque les constellations sont reliées aux planètes. Oui, on reverra ça plus tard. C'est vrai que c'est aussi important. Mais la même chose, on ne peut pas imaginer les planètes qui passent leur temps à regarder la Terre comme si on était le centre du monde. Une fois de plus, on dit, ça y est, Saturne qui est relié au Capricorne dit, bon, ça y est, ils rentrent en solstice d'hiver, il faut que je leur envoie mon énergie. Ben voyons, Saturne n'a que ça à faire. Donc oui, c'est vraiment comme imaginer les choses, encore une fois, comme si nous, on était le centre important et qu'on nous envoie des choses. Non, ces énergies, elles sont pour tout le monde, et naturellement, du point de vue des autres planètes, les autres planètes ont aussi leur propre astrologie, parce qu'elles bénéficient aussi de ces systèmes-là, avec leur propre rythme, leur propre cycle, et ça n'a rien à voir. En réalité, ce qu'il faut donc bien concevoir, c'est que tout est là. Tout est présent en permanence. Toutes les énergies. Donc l'énergie Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, tout est là. Toutes les énergies des planètes, tout est là en ce moment. Tant que les ondes de téléphone, les ondes Wi-Fi, les ondes télé, tout est dans la pièce. Alors on pourrait dire, bah alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas influencé par tout? C'est un vrai mélange. Et comment est-ce qu'on arrive à distinguer? Pourquoi est-ce qu'on va dire à un moment donné, on est dans le Capricorne, puis après on est dans le Verseau, après dans le Poisson? Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire, bah, faites votre marché? Si le Capricorne vous plaît, bah, allez chercher les énergies Capricorne. Hein, comme si, par contre, si vous n'aimez pas, bah, vous préférez le Gémeaux, bah, allez-y, le Gémeaux est là aussi, donc vous le prenez dans un autre coin. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on ne pourrait pas se servir, si tout est là? Oui, bah, tout simplement parce qu'en réalité, toutes ces ondes astrologiques, comme je vous disais, elles sont avant tout des émanations stellaires, planétaires. Et naturellement, ça se passe beaucoup de planète à planète. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que s'il y a un cycle des énergies, et qu'on ne peut pas, dans un premier temps, y échapper, même si c'est vrai qu'on peut quand même aller se servir des énergies autres que celles qui sont proposées chaque mois. On peut aussi travailler avec d'autres énergies, bien sûr, comme les rayons. Mais il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est que nous sommes tous des habitants de la Terre. Et finalement, toutes ces énergies, elles arrivent avant tout par la Terre. Il ne faut pas oublier que tout ce processus d'astrologie, ça n'a rien de mécanique. C'est purement un travail de conscience à conscience. C'est de conscience planétaire à conscience planétaire. Donc lorsque, à un moment donné, les énergies du Capricorne nous arrivent par Saturne ou par Vénus, eh bien ce sont des énergies qui sont captées par la planète Terre. Et nous sommes absolument indissociables de cette planète Terre. Nous vivons dans le corps d'énergie de cette planète Terre. Et dans la mesure où la planète Terre capte en quelque sorte ces énergies-là, c'est divulgué immédiatement à tous les habitants, tous les terriens, qu'ils soient animaux, végétaux, minéraux, dévas, etc. Tout le monde va bénéficier de cette énergie qui est en train de vivre la planète Terre. Donc c'est elle finalement qui est la cause de tout. Et c'est amusant parce que souvent, c'est elle dont on ne parle jamais en astrologie. Pourtant, c'est fondamental. C'est la planète que nous avons tous en commun et qui, naturellement, on en reparlera, nous donne une énergie tout à fait fondamentale. Donc c'est par elle qu'on perçoit ça. Oui, mais d'accord, ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'on va rentrer dans le Capricorne et que dans un mois, on sera dans le Verseau. Pour ça, il faut que je vous fasse un petit dessin. La Terre va tourner autour du Soleil en 365 jours un quart. Et vous savez aussi qu'elle est inclinée de 23 degrés sur son axe. Et que le fait qu'elle soit inclinée va provoquer les saisons.
mais ça va surtout provoquer des points de repère très intéressants. Par exemple, ici, nous allons avoir la Terre dont l'hémisphère nord, comme vous le voyez, est penché vers l'extérieur par rapport au Soleil. Donc ça veut dire que le Soleil est très très bas sur l'horizon. Ça veut dire que finalement, même du point de vue du pôle Nord, c'est une période dans laquelle il y a une nuit permanente, parce que le Soleil, au-delà du cercle arctique, ne parvient pas. Donc on reste là dans une zone d'ombre permanente. C'est ce qu'on va appeler le début de l'hiver pour nous. Ça va être une période dans laquelle la lumière est au plus bas. Les jours sont les plus courts, la nuit est la plus longue. C'est le point de départ du rallongement. C'est quand l'hiver commence que les jours rallongent. Donc, dès qu'on va atteindre ce solstice d'hiver, ce solstice donc du Capricorne, c'est sûr que les jours vont commencer à rallonger parce que la planète va donc continuer sur son axe jusqu'à ce qu'elle arrive en face. Et là, on voit bien que l'hémisphère nord est au contraire complètement orienté perpendiculaire au Soleil. Là, les jours sont tout à fait grands. C'est le 21 juin, c'est le solstice d'été. Il fait chaud, on est complètement dans une autre histoire. Mais à partir du moment où on rentre en été, naturellement, la Terre continue et les jours décroissent. Donc on est toujours dans ce phénomène de croissance et de décroissance des jours et de la lumière. Les anciens avaient repéré ces points-là tout à fait d'une manière pratique parce que ça se repère sur l'horizon. On voit très très bien la course du soleil qui continue d'avancer, qui va s'arrêter à un moment donné. C'est le sens du mot solstice. Là où le soleil, stis, staré, ça veut dire s'arrêter. Là où le soleil s'arrête, c'est le point où le soleil s'arrête. Dans ce processus de solstice, on a l'histoire de la lumière qui redémarre à partir de la nuit noire. Le titre de ce soir, la lumière dans la nuit noire. Le symbole du solstice, c'est ça. C'est le moment où, ça y est, les jours s'agrandissent à nouveau, on repart vers la pleine lumière. Et au moment de ce deuxième solstice, eh bien là, au contraire, on a une décroissance de la lumière pour en revenir là. Donc ce sont ces deux points fondamentaux. Et comme on voit l'importance que peut revêtir la lumière, naturellement, pas simplement pour nous, pour le côté pratique, mais aussi pour le côté symbolique, la lumière en nous. De tout temps, au niveau initiatique, on a mis beaucoup d'importance sur ces deux points qu'on appelle aussi les deux Saint-Jean. Ce sont deux points clés par rapport justement à ce processus de progression et de régression de la lumière, qui indique aussi des choses donc par rapport à nous. Et puis, naturellement, on a les phases intermédiaires que sont les équinoxes, où là, on pourrait dire que l'axe de la Terre est de profil par rapport au Soleil. C'est pareil pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud. Et donc, de tout temps, ce qui a été très intéressant, c'est de dire que les choses redémarrent au moment du solstice d'hiver. Quand on se redirige vers le Soleil, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle histoire. Ça n'a pas toujours été une nouvelle année, mais dans des temps très anciens, mais c'est toujours considéré comme un point de départ d'un nouveau cycle. C'est à ce moment-là, et pas à un autre moment, que c'était considéré. Donc, nouveau point de départ. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est valable pour l'hémisphère nord. Parce que pour l'hémisphère sud, c'est exactement l'inverse. Pour eux, c'est la pleine lumière à ce moment-là, quand nous, c'est le plein été. Pour eux, ils devraient commencer leur année, au contraire, en juin. Oui, mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que 90% de la population vit dans l'hémisphère nord. Et que si vous étendez cela au tropique, même du tropique du Capricorne, parce que la zone des tropiques n'est pas très très affectée par les changements de lumière, il ne reste plus que 5% de la population mondiale. Il vous reste l'Australie du Sud, il vous reste un petit bout d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande, et c'est tout. Donc vous voyez, ça veut dire que tout a été fait, tout a été pensé, parce que dans cette grande période mondiale, ça ne sera pas toujours comme ça n'a pas toujours été comme ça, mais dans cette grande période mondiale dans laquelle tout est fait par rapport au Nord, eh bien depuis très très longtemps, on considère qu'effectivement, c'est l'aspect mythologique du Nord qui l'emporte et qui fait qu'on considère que tout redémarre, et toutes les années redémarrent, et tous les cycles redémarrent au moment de ce solstice, quand la lumière commence à croître à nouveau. Ça pourrait paraître simplement un système tout à fait mécanique. La Terre tourne autour du Soleil, point barre. Oui, mais si on sait que cette Terre, c'est un être vivant, le fait de tourner autour du Soleil, qui représente son astre, son point fondamental, c'est une véritable marche méditative. Dans certains rites initiatiques, on retrouve aussi ces marches méditatives, où on fait un point, où on marche d'une certaine manière, ou bien dans des labyrinthes à Chartres, où il y a plein d'endroits comme ça où on marche, où on sait qu'à chaque marche ou à chaque pas, il se passe quelque chose. Eh bien, c'est ce qui se passe avec la Terre. Lorsque la Terre va avancer, elle va en quelque sorte faire cette marche méditative et à chaque point de cette marche, elle va se relier à telle ou telle énergie. Il suffit de diviser, comme on l'a fait, ces quartiers, ces 4 phases fondamentales en 3.
Ça aussi, on en reparlera la fois prochaine. Donc un début, un milieu et une fin. Et on va retrouver donc nos 12 temps, nos 12 marches, nos 12 pas de cette marche méditative de la Terre. Et à chacun de ces pas, c'est comme si la Terre disait, voilà, mon premier pas, là je vais me relier par exemple aux énergies du Capricorne, c'est mon premier pas du solstice. Dans mon deuxième pas, je vais me relier aux énergies du Verseau. Dans mon troisième pas, aux énergies des Poissons, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit bouclé. On est vraiment dans un état de conscience, travaillant avec des consciences. Et c'est ça qui est passionnant, et que c'est pour ça que on a finalement un ordre, on a un cycle dont nous dépendons tous, parce que nous sommes tous complètement dépendants de la planète Terre, et que finalement, c'est le cycle de la planète Terre qui va régler le fait que, au sein de toutes les énergies qui sont présentes, elle va choisir telle ou telle chose. Exactement comme nous, si je reprends mon exemple du poste de radio, par exemple, si vous aimez les informations sur France Inter le matin, le matin, vous pouvez vous dire, tiens, c'est mon premier pas de la journée, information sur France Inter. Et puis après, vous êtes dans la voiture, et puis peut-être que vous avez envie d'une autre station pour écouter plus de musique, et vous changez de station. Et puis après, vous êtes à midi, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une émission que vous allez aimer à midi, peut-être vous rechangez de station. Et puis l'après-midi, c'est encore une autre station, encore plus musicale. Mais peut-être que le soir, bref, si je prends votre démarche quotidienne, ça peut être que vous vous branchez sur telle énergie, puis sur telle autre, puis sur telle autre, etc. Vous changez. C'est exactement ce que fait la Terre par rapport à ces énergies du zodiaque. Nous sommes nous-mêmes complètement pris dans ce processus, et on pourrait dire que chaque année, c'est ce que nous suivons, la marche méditative de la planète Terre sur laquelle nous sommes, qui se connecte à certaines énergies, et que par ce biais-là, on en profite tous. Voilà pourquoi il y a un cycle, bien que tout soit présent, toutes ces énergies soient présentes. Entrons maintenant un petit peu plus dans le sujet du jour, donc l'énergie du Capricorne, en commençant par voir que nous entrons donc dans une phase que nous appelons l'hiver. Je dis bien que nous appelons l'hiver, parce que ça va du solstice d'hiver à l'équinoxe de printemps, mais il faut bien se rendre compte que ça, c'est parce que nous sommes dans une latitude de 45 degrés, et que nous, on a des saisons. Mais si vous allez à l'équateur ou si vous allez au tropique, il n'y a pas 4 saisons, mais il y a quand même les 4 phases. De toute façon, où que vous soyez sur Terre, vous aurez toujours de toute façon ces 4 phases. Mais que ça ne correspond pas forcément à 4 saisons. Et donc à chaque fois, nous allons avoir donc 3 points. Nous allons commencer par traiter l'énergie du Capricorne, et puis on aura le Verseau et les Poissons, donc pour terminer. Voilà donc quelles sont les 3 énergies avec lesquelles nous allons travailler cet hiver. Ce sont 3 énergies importantes parce que ce sont 3 énergies de préparation. Généralement, c'est vrai qu'on a tendance à dire que, c'est souvent présenté comme ça, que le zodiaque commence au Bélier. Le Bélier, c'est le point de départ. Oui, mais c'est le point de départ des choses visibles. C'est le printemps. C'est là où d'un seul coup toute la nature explose. Mais c'est oublier que toute la nature se prépare pendant tout l'hiver. La sève commence à monter dès le mois de janvier. Les bourgeons commencent à gonfler dès le mois de janvier. On commence à avoir les premières primes vertes des mois de février. Bref, tout l'hiver est un grand processus de préparation. C'est pas l'hiver qui est un temps de mort pour la végétation, c'est l'automne. L'hiver, c'est un temps de préparation extrêmement important. Pour nous, c'est pareil. Pour qu'on puisse donner notre pleine mesure au moment du printemps, c'est très important qu'on prenne le temps de l'hiver comme un temps de préparation. Donc Capricorne, Verseau, Poisson, 3 temps pour préparer notre aspect mental, notre aspect sensible et notre aspect physique. On va y revenir aussi la fois prochaine. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce moment du Capricorne? Ces énergies du zodiaque, là aussi, je ne veux pas rentrer dans trop de techniques, et on abordera ça très peu aussi cette année, parce que ça nous entraînerait trop loin. Ce sont des mélanges, ce sont des cocktails de rayons. L'énergie du Capricorne, par exemple, elle est faite du rayon 1, du rayon 3, du rayon 5 et du rayon 7. Qu'est-ce qu'on peut dire simplement, pour vous montrer le côté pratique de la chose? Dans le Capricorne, on va trouver le rayon 1, c'est-à-dire on va trouver la vision claire de ce qui doit être, la vision claire du plan. On va trouver le rayon 3, l'intelligence créatrice, toute l'intelligence nécessaire pour mettre en œuvre les formes qui vont correspondre au plan. On va trouver le rayon 5, le rayon mental, le rayon par lequel les formes pensées peuvent exister et donc créer. Et enfin le rayon 7 qui est le rayon de la matérialisation. Donc 1, 3, 5, 7, tout y est dans cette énergie Capricorne. C'est l'énergie des maîtres parce que c'est celui qui a à la fois la capacité de voir ce qui doit être et de manifester ce qui doit être d'un point à l'autre. Donc c'est vraiment une espèce de perfection faite avec ces 4 énergies. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce sont des énergies qui sont pour tout. Ce sont des émanations de conscience qui nous dépassent beaucoup. Et nous, quand on en fait quelque chose au niveau psychologique, c'est une traduction faite par l'humain pour son évolution et pour sa mission sur Terre. Ce ne sont pas des émanations psychologiques. On a tellement déformé ces énergies, qu'on les a tellement adaptées à l'humain. On ne vous parle pas des énergies Capricorne, on vous parle des gens Capricorne. Qu'est-ce que c'est qu'un Capricorne? Qu'est-ce que c'est qu'un Bélier? Qu'est-ce que c'est qu'un Taureau? Ça n'existe pas.
Et ce sont des gens qui vont traduire, qui vont en eux-mêmes, certaines énergies du Capricorne ou du Bélier ou du Taureau à un certain niveau de conscience. Donc il faut garder toujours à l'esprit que ce sont des énergies avec un degré vibratoire extrêmement élevé, et que chacun d'entre nous, on est capable d'essayer d'en donner une traduction comme on la vit, comme on peut l'approcher, à un niveau ou à un autre, à un niveau plus bas, à un niveau plus élevé. Ça dépend entièrement de nous. C'est à nous de traduire ces énergies. Ce ne sont pas des énergies qui se présentent de cette manière-là à nous. Tout le monde n'a pas forcément la même perception du Capricorne, du Verseau ou du Poisson selon ce qu'il vit. C'est l'évidence même. Ce sont avant tout des énergies, ce n'est pas des choses toutes faites, des cases psychologiques qu'on pourrait se coller les uns aux autres. Pour bien comprendre, le Capricorne, il y a un certain nombre de mots-clés que nous allons voir qui sont justement les caractéristiques de cette énergie. Et qui va nous poser comme question fondamentale ce mois-ci, parce que finalement ce qu'on va voir à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on doit travailler chaque mois. Et donc tout ce que je vais vous dire, ça veut dire qu'on a un mois pour le bosser. Naturellement, vous pouvez le bosser à d'autres périodes de l'année. Mais là, c'est l'idéal. Parce que là, toutes les énergies sont présentes. On va considérer que pour nous, d'une manière pratique, l'énergie la plus évidente, l'énergie qui va revenir, donc sur laquelle on peut véritablement travailler, c'est l'énergie du rayon 3. Cette énergie du rayon 3, qu'on appelle l'énergie de l'intelligence créatrice, c'est une énergie qui est en rapport avec la planète Saturne, qui a une grande importance avec le Capricorne. En plus, cette année, c'est incroyable. Justement, au moment du solstice d'hiver, au moment du 21 décembre, Saturne rentre dans le Capricorne. Alors, je vais vous dire à quel point c'est l'occasion rêvée pour travailler justement cette énergie. Ça nous pose donc un certain nombre de questions. La première question, c'est celle que pose toujours le rayon 3. Qu'est-ce qu'il est vraiment intelligent de créer? C'est important parce que le Capricorne est la seule énergie qui termine une année et en commence une autre. Elle a à la fois la valeur de bilan et la valeur d'intention pour une nouvelle année. Et c'est pour ça qu'on a finalement ces deux aspects-là. Souvent, nous, en fin d'année comme ça, c'est un moment où on fait un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Voilà, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a pu faire, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, qu'est-ce qu'on va pouvoir corriger, qu'est-ce qu'on va pouvoir amender, et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir continuer ou recréer de nouveau. C'est pour ça qu'on est tous persuadés de cela, puisque au début du Capricorne, on cherche tous à prendre des bonnes résolutions. On cherche tous à dire, bon, l'année prochaine, cette fois-ci c'est décidé, je m'y mets, je fais ceci, je fais cela, là on m'y reprendra pas, ça j'arrête complètement, ça par contre je m'y mets, enfin, voilà. Donc on prend des bonnes résolutions. Naturellement, ce sont des projets personnels, des projets individuels. Ça c'est un point important. D'ailleurs, tout le monde en est tellement persuadé que tout le monde vous encourage avec des bons vœux. Je te souhaite une bonne année et une bonne santé. Alors, vous allez me dire, mais ce sont des vœux personnels? Ben oui, évidemment, c'est des vœux personnels. Nous sommes encore dans une civilisation qui est complètement individuelle. Donc, finalement, ça met l'accent sur quoi? Ça met l'accent sur le fait que chacun d'entre nous, on doit avoir un projet individuel, on doit avoir un projet personnel. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Ben, cette année, j'ai l'intention de faire ça, ça et ça. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne année, une bonne santé si tu veux réussir tout ton projet, et puis le mieux pour toi est que tous tes projets se réalisent. C'est ce qu'on va entendre pendant 15 jours dans les premiers jours du mois de janvier. Vous allez dire, c'est complètement perso. Oui, mais encore une fois, on est dans une civilisation qui fonctionne comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça témoigne bien du fait que tout le monde sent bien qu'à ce moment-là, il s'agit de se dire que créer. Et on s'encourage mutuellement là-dessus. Naturellement, ce que nous propose l'énergie Capricorne plus fondamentale, c'est d'y réfléchir d'un point de vue global. Ça n'est pas du tout qu'est-ce que je vais créer moi personnellement dans ma vie, c'est qu'avons-nous à créer nous en tant qu'ensemble, en tant qu'humanité. Et donc ça nous remet tout de suite sur quelque chose de fondamental qui est de penser à la notion de plan. Si j'ai un projet personnel, ça veut dire que ce qui est important c'est d'avoir un plan personnel, un plan de vie. Et souvent, on ne peut pas imaginer autre chose. Par contre, on le sait très bien puisqu'on en parle souvent, nous faisons partie d'une histoire planétaire. Et pour ça, il y a un plan global. Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, le logos planétaire, ce qu'on appelle l'esprit planétaire sur lequel nous vivons, naturellement, en s'incarnant sur cette planète, a un projet particulier. Est-ce qu'en détail on le connaît ce projet? Non. Globalement, tel que nous pouvons le comprendre, on dit simplement que nous sommes ici pour spiritualiser la matière. Nous sommes ici pour amener l'amour partout sur Terre, dans tous les êtres vivants, sur tout ce qui se passe, et dans la matière même. Et on est venu pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je dis on est venu pour ça, c'est de réaliser que nous ne sommes pas nés de la Terre. Nos racines, c'est pas la Terre. Quand on dit quelquefois, mais c'est bien d'avoir ses racines. Ah non, nos racines, elles sont en l'air.
Nous sommes tous des anges venus de l'espace. Nous, on est venus d'autres mondes. Et on est venus en accord avec cet esprit planétaire qui nous a demandé pour arriver à faire tout un boulot sur Terre. Donc nous sommes venus vraiment pour faire un chantier sur la Terre. Le chantier qui doit amener l'esprit dans la matière. Le chantier qui doit amener l'amour partout. Nous, on est tous venus en équipe pour ça. Et donc, ce n'est pas pour notre plaisir. On n'a pas été punis, on n'est pas venus comme ça par hasard. Non, non, nous sommes tous fondamentalement des esprits évolués, extraordinairement évolués, puisque dans les écrits, on nous appelle les nirvani, c'est-à-dire ceux qui étaient au nirvana. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on l'a quitté? Mais qu'est-ce qui nous a pris? Mais il nous a pris qu'en tant qu'esprit participant justement à l'évolution du monde, on a trouvé très intéressant, en association avec la conscience de la planète Terre, de venir, de descendre et dire, ok, on va le faire ce chantier, on va le réussir, et on repartira que lorsque tout sera réalisé. Et c'est en bonne voie. Et là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on prend, vous voyez, cette hypothèse de travail ou cette hypothèse de méditation, mais le sens de la vie change complètement. Quand on dit, mais quel est le sens de ma vie? Le sens de ta vie à toi toute seule? Rien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que globalement. Nous avons tous ensemble un sens fondamental. On est tous venus ici pour ce chantier planétaire. Alors là, oui, ça a un sens. Mais si on essaie de trouver un sens particulier, personnel, sur la petite vie qu'on mène tout de suite, ah non, ça n'en a aucun. Ça, on peut comprendre très vite. Et donc, quand on comprend ce sens planétaire, ce sens global, et qu'on est ensemble pour réaliser ça, mais alors ça change tout. Et là, la question, mais qu'est-ce qu'il est intelligent de faire? Ah bah, bonne question. Vu là où on en est au niveau du chantier, quand on voit les difficultés du chantier, quand on voit les endroits où c'est vraiment pas au point, on se voit qu'il y a des endroits, ça pousse, ça bien, il y a de l'espoir, des autres endroits c'est complètement désespérant, il y a des endroits où c'est la guerre, c'est la misère, ben, la question se pose. Qu'est-ce qui est à créer intelligemment? Chacun étant naturellement à sa place. Chacun étant dans son monde. Et donc on ne nous demande pas l'impossible. Là, c'est l'histoire du colibri. Chacun peut faire sa petite part là où il en est dans son quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est de concevoir simplement sa petite part du quotidien dans l'état d'esprit de la collectivité, dans l'état d'esprit du tout. C'est-à-dire que ce que je fais là, je ne le fais pas pour moi, pour m'éclater, simplement pour gagner de l'argent, simplement pour ceci, simplement pour exister. Un peu quand même. Mais je le fais aussi parce que je me rends compte que c'est peut-être ce qui me paraît en mon pouvoir le plus sage à amener à l'ensemble. Si on veut vraiment faire avancer l'ensemble, alors c'est intéressant de dire, moi ce que je peux faire, ou ce que je peux penser, n'oubliez pas que le penser c'est de l'action, ce que je peux dire, c'est ça, c'est pas grand-chose, mais je le fais. C'est ma petite place sur le chantier, mais je l'assume complètement. Prendre le Capricorne comme un grand moment où on remet sa propre vie dans une conscience globale. On remet sa propre vie dans une perspective complètement différente. On va créer quelque chose de nouveau, on va continuer peut-être notre boulot, on va peut-être continuer notre quotidien, mais on essaie vraiment de le remettre dans une perspective beaucoup plus globale, d'un plan d'ensemble. Alors on pourrait dire, mais moi je sais depuis longtemps qu'il y a un plan. Bon, pour ceux qui savent et ceux qui travaillent déjà ça depuis un certain temps, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Parce que entre savoir qu'il y a un plan et connaître ce plan très exactement, il y a une énorme marge, qui est la marge initiatique que nous propose justement le Capricorne. C'est qu'au début, on sait qu'il y a un plan et qu'on se situe par rapport à ça et qu'on s'efforce de connaître quelque chose. Mais de là à être comme le maître de sagesse qui sait parfaitement ce qui doit être à chaque moment, à chaque instant, et qu'est-ce qui doit être pensé, qu'est-ce qui doit être dit sur la planète pour que les choses avancent, on a effectivement une marge de progression. Donc il faut se dire que tous les ans en Capricorne, ce qui nous échoit, c'est ce travail, c'est se reposer cette question-là. Avec en même temps le courage de faire un peu le vide, de remettre les compteurs à zéro, de se dire, bon, l'année dernière j'avais dit ça, mais cette année c'est un autre cycle. On repart sur une nouvelle lumière. J'ai maintenant progressé. Plus on s'élève, plus on voit les choses un peu différemment. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut voir les choses? Peut-être plus en méditation. Comment est-ce que je les conçois? Quelle est la place que nous devons prendre tous ensemble donc, dans cette humanité et dans ce travail? Il n'y a pas, vous voyez, de moment où on pourrait dire « Non, mais moi, je ne me pose plus la question, c'est évident. » Si, sauf peut-être si vous êtes maître de sagesse complet, alors là, bon, mais là, c'est tout à fait une autre histoire. C'est vraiment important d'arriver à considérer que notre premier travail, il est là. Arriver à considérer notre action dans quelque chose de beaucoup plus global, dans un état d'esprit de globalité, et d'essayer de percer de plus en plus c'est quoi que l'on a à faire. Qu'est-ce qui est vraiment intelligent. On peut aussi, pour s'aider dans ce travail, considérer 3 éléments qui vont rentrer justement dans cette intelligence créatrice. Le premier élément qui est intéressant à considérer, c'est l'élément du karma. Le karma,
c'est la loi d'action-réaction, qui est aussi en rapport avec Saturne, en rapport avec le Capricorne. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre combien le karma est une loi physique, pas une loi morale. Parce qu'il y a souvent des gens qui peuvent dire oh là là, en ce moment c'est très difficile pour moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans une vie antérieure, mais je le paye. C'est karmique. Non, c'est une loi physique. Il n'y a personne pour vous faire payer quoi que ce soit. Il faut simplement se rendre compte que c'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Action-réaction, c'est la loi de cause à effet. Toute cause produit des effets. Et donc, c'est vrai qu'il faut se dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, même à la limite tout ce qu'on ne fait pas, mais qu'on aurait dû faire. Tout ça a forcément des conséquences, tout ça a forcément des effets qui deviennent des causes sur des personnes ou sur des événements qui produisent des effets, qui deviennent des causes, qui produisent des effets. C'est une véritable cascade. À partir d'une parole ou à partir de quelque chose que nous faisons, nous on ne se rend pas compte parce que ça nous échappe très vite, mais il y a très vite quelque chose en cascade. Imaginez simplement que parce que vous êtes énervé, vous mettez quelqu'un en colère. Cette personne en colère, elle-même va créer peut-être de la colère chez quelqu'un d'autre. Et où est-ce que ça va s'arrêter? On ne sait pas. Mais c'est certain que vous avez été à l'origine d'un ensemble d'événements qui vous échappent complètement. Et qui vous reviendra, parce que comme nous sommes dans un univers circulaire, au bout de la chaîne, il y a vous. Et finalement, loi de cause à effet, loi d'action-réaction, vous allez effectivement avoir la réaction de ce que vous avez vécu. Pas forcément maintenant, dans 2 vies, 3 vies, 5 vies, 10 vies, mais c'est sûr que ça vous reviendra. On aurait tendance à penser la loi du karma en disant « Oh là là, il faut faire attention à soi. Il faut faire attention à ce que ça ne me revienne pas. » On oublie que d'abord, c'est les autres qui en pâtissent ou qui en bénéficient parce que le karma peut être parfaitement bénéfique. Donc ne pas oublier que c'est d'abord avant tout la loi de cause à effet. Et que quand on réfléchit à qu'est-ce qu'il est intelligent de faire, on va dire oui, attention justement de ce point de vue-là. C'est pour ça que, deuxième élément, ça nous amène tout de suite à réfléchir à cette loi fondamentale qu'on appelle l'innocuité. C'est ce qu'on pourrait appeler ne pas nuire. D'abord, ne pas nuire. Première loi fondamentale. Avant de vouloir envisager de pouvoir dire cette année, je vais aller plus dans l'amour, plus. D'abord, ne pas nuire. Et si on se rendait compte combien, justement, dans cette loi de cause à effet, nous sommes régulièrement à l'origine de causes qui produisent des effets nocifs. Par conséquent, se rendre compte combien régulièrement, même si ce n'est pas des grosses nocivités, enfin en tout cas on ne s'en aperçoit pas, mais tout le temps, on est justement dans ce manque d'innocuité. C'est pour ça que c'est la première chose dont on dit qu'il faut surveiller. Dans notre vie, déjà, s'arranger pour ne jamais être nocif. Vous apprendrez à être amour après. Mais ça, c'est le premier point. Nocif, en pensée, en parole, en action, toujours les éléments, en sentiment, etc. Ça va très très loin, ce qui n'est pas facile du tout. Donc souvent, la problématique se pose non pas en termes de être ou ne pas être inoffensif, mais l'être de moins en moins. Veiller à ses paroles, veiller à ses pensées, veiller à ce qu'on fait. Vous voyez ça, par rapport à la notion de karma, c'est vraiment aussi très important. Et puis on pourrait rajouter un troisième élément, c'est la notion de cohérence. En effet, dans cette histoire de chaîne qu'on produit, toujours de système de cause à effet, on ne se rend souvent pas compte combien nous continuons d'alimenter certaines causes qui produisent des effets qui nous mettent en colère. Mais on ne fait pas forcément le rapport entre les deux. Il y a une phrase dont on ne sait pas exactement qui l'a écrite, mais qui est inspirée de Bossuet, au XVIIe siècle. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Dieu se rit des hommes qui déplorent, qui se plaignent des effets dont ils continuent de chérir les causes. Ça va très très loin cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelquefois, quand on se rend compte que c'est nous qui avons provoqué quelque chose, et qu'on se dit non, ça, je vois bien ce que j'ai fait là, j'en suis la cause, si j'aime pas l'effet que ça a produit, on se calme. Mais au 2e, 3e, 4e, 5e degré, je ne m'en rends plus compte. Et donc je continue de nourrir une cause dont je ne cesse de déplorer les effets. Et il y en a plein. Par exemple, je déplore le monde financier. Je trouve absolument scandaleux la façon dont le monde est dirigé par ce monde financier. Très bien. Ça ne m'empêche pas de continuer d'avoir des produits financiers à ma banque. Oui, mais pas grand-chose. Ah, mais il n'est pas question de grand-chose. Ce n'est pas une question d'accuser qui que ce soit. Ça veut dire que je continue de chérir des causes dont je n'arrête pas de déplorer les effets. Si plus personne n'avait de produits financiers en quoi que ce soit dans aucune banque, c'est fini. Il n'y a plus ce monde financier.
Donc on sait très bien comment l'arrêter. Donc c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte à quel point nous continuons, nous, d'alimenter des causes dont on déplore les effets. Mais comme c'est souvent du deuxième, troisième, quatrième degré, on ne s'en rend pas bien compte. Et si vous prenez des exemples, il y en a partout comme ça dans notre quotidien. On a sans arrêt des attitudes au quotidien de consommation ou de toutes sortes qui finalement aboutissent en cascade à un certain nombre d'effets dont on se plaint. Mais si on remonte bien, c'est nous qui participons et qui nourrissons quelquefois sans nous en rendre compte ces effets. On pourrait globaliser la chose d'un coup. C'est pas facile pour travailler parce que c'est trop global. Mais on pourrait dire que la chose que nous chérissons le plus, le mieux, c'est nous. On a beau avoir des défauts, on s'aime. On est pas mal quand même. Hein. Non, c'est vrai que si on devait se refaire, on se referait à peu près pareil. Donc on s'aime bien. Mais du coup, cette cause-là, s'aimer bien, produit comme effet ce qu'on appelle l'égoïsme, c'est-à-dire l'ego centré sur lui. Et l'égoïsme est la principale, si ce n'est l'unique source de tous les malheurs du monde. Donc la cause fondamentale qui fait que je m'aime bien finit par produire tous les malheurs du monde. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. On ne peut pas le travailler comme ça en disant, bon, je vais arrêter d'être égoïste, ça n'a aucun sens. Mais c'est pour vous montrer que là aussi, dans notre réflexion, parce qu'il s'agit bien d'une méditation à faire dans ce moment du Capricorne, dans ce début des énergies du Capricorne, sur ce qu'est-ce qu'il faut créer, va se rendre compte qu'effectivement, il y a tout un effet en cascade, qu'on appelle la loi de cause à effet. Et dans cette loi de cascade, il faut faire attention donc justement à rester le plus possible dans l'innocuité, et puis se rendre compte un petit peu de cette cohérence entre les causes que nous sommes et les effets dont nous nous plaignons, sans se rendre compte qu'il y a un rapport entre les deux. Et puis il y a un dernier élément. Sommes-nous sur le sentier de la main gauche ou le sentier de la main droite? Quelquefois, on entend parler les gens qui disent « Attention, ça c'est de la magie blanche ou ça c'est de la magie noire ». La magie blanche, on sait très bien, c'est l'action de l'âme sur l'âme. La magie noire, c'est l'action de l'âme sur la forme. Même si c'est pour faire le bien de quelqu'un, même si c'est pour le soigner. Le pouvoir de l'âme sur la forme, c'est de la magie noire. Mais je vous en parle juste pour vous dire, ne nous en servons pas de cette manière-là, parce que n'est pas magicien blanc ou n'est pas magicien noir qui veut. Ça demande réellement des compétences dans les deux mondes qui ne sont pas forcément à la portée du premier venu. Donc, vraisemblablement, nous ne sommes ni magicien blanc ni magicien noir. Mais par contre, nous marchons sur le sentier de la main gauche ou sur le sentier de la main droite. Et c'est intéressant parce que tout au bout du sentier de la main gauche, il y a la magie noire. Tout au bout du sentier de la main droite, il y a la magie blanche. Mais avant d'y arriver, il faut déjà bien repérer un petit peu qu'est-ce que sont ces deux sentiers, main gauche ou main droite. C'est très important parce que là aussi, dans le rapport entre que créer, qu'est-ce qu'on met en place comme création, c'est intéressant de se rendre compte de ce que représentent ces deux sentiers. Le sentier de la main gauche, on va le définir d'une manière très simple. Nous avons une création sur ce sentier quand ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons, augmente le pouvoir de la forme ou des formes. Dès que je fais quelque chose qui finalement, dans le but ou dans la réalisation, même si ce n'est pas mon but fondamental, mais finalement ça aboutit à ça, ça renforce le corps physique, ça renforce les appétits, ça renforce l'émotionnel, ça renforce le désir, ça renforce tous mes aspects affectifs, ça renforce mon mental concret, ça renforce mes connaissances, ça renforce ma mémoire. Tout ça, ce sont des formes. Tout ce qui rend plus fort les mondes de la forme, c'est le sentier de la main gauche qui, poursuivi, amènera donc à la magie noire. Par contre, dès que je suis sur le sentier de la main droite, c'est tout ce qui renforce la conscience. Chaque fois que je cherche à faire quelque chose, que je cherche à être, je cherche à encourager dans ma vie ou dans la vie des autres, l'aspect conscience, l'aspect ouverture, l'aspect âme. Je cherche à améliorer l'écoute, les relations. Je cherche à améliorer l'éducation. Je cherche à ouvrir. Je cherche à faire prendre conscience d'eux. Vous voyez, dès que je suis dans cette ouverture de conscience, tout ce qui renforce le domaine de la conscience, sentier de la main droite. Et là, on peut dire qu'à chaque action que nous faisons, on peut très bien dire si on est sentier de la main gauche ou sentier de la main droite. Qu'est-ce qu'on est en train de renforcer? Et là encore, n'en faites pas un système moral. Par exemple, il est bien évident que pour se construire pendant toutes nos premières vies, ou bien même un enfant, un adolescent jusqu'à l'état adulte, prend forcément le sentier de la main gauche. Pour exister, il faut bien qu'on renforce notre corps physique, il faut bien qu'on renforce notre corps émotionnel, qu'on structure notre corps mental à l'école, etc. Donc il faut absolument faire d'abord tout un gros travail pour renforcer la forme. Ça, c'est complètement normal. Donc le sentier de la main gauche, ce n'est pas le sentier du mal, c'est le sentier de la forme.
Par contre, une fois qu'on en a fini avec ce sentier et qu'on se rend compte que nous sommes des âmes habitant et travaillant à travers ces formes, on se dit qu'il va falloir renforcer le monde de la conscience de plus en plus en nous et autour de nous. Et que nous, en tant qu'équipe sur le chantier, on est venu pour ça. On n'est pas venu, nous, pour renforcer le monde de la forme. On n'est pas venu pour créer une espèce de planète avec des jolies formes. C'est pas ça du tout le but. Le but, c'est d'amener l'amour sur Terre. Donc quand on réalise ça et que nous sommes là, on va chercher dans notre quotidien à essayer de renforcer de plus en plus l'amour, l'unité, hein, pas l'amour affectif, l'unité sur Terre. Et du coup, voilà, dans notre quotidien, qu'est-ce que nous faisons? Voilà pourquoi c'est intéressant, de là aussi, quand on cherche, vous voyez, à savoir qu'est-ce qu'on va créer cette année, de se dire, il faut le penser aussi en sentier de la main gauche, en sentier de la main droite. Par exemple, si vous vous dites, bon, cette année, c'est sûr, eh bien, je vais refaire telle activité, puis je vais faire ça, puis je vais me mettre à ça, puis je vais décider de faire ça, ça et ça, c'est que du sentier de la main gauche. Vous ne décidez que des formes. Par contre, si vous sentez qu'en conscience, c'est vraiment une année pour vous d'ouverture, ou une année plus de méditation, ou une année de relations différentes, ou une année d'écoute, ou une année où vous allez plus participer à l'éducation des enfants ou d'adultes, là, vous pensez beaucoup plus en termes de sentier de la main droite. Mais les choses ne sont pas à mettre dans des cases. Par exemple, cette année, c'est décidé, je décide que je me mets tous les jours, je me prépare une phase méditation. Tous les jours, je me mets à la méditation. Main gauche ou main droite? Tout va dépendre de l'état d'esprit dans lequel je suis en train de le faire. Si je décide ça comme une forme, c'est sûr, je me vais consacrer 10 minutes de méditation tous les matins. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre dedans, mais je vais faire de la méditation. Main gauche, c'est une forme. Je renforce le pouvoir de la forme. Si par contre je le pense vraiment comme une ouverture, je ne le ferai peut-être pas tous les jours, mais voilà, je veux vraiment m'ouvrir à ça et changer la conscience, main droite. Je vous donne simplement cet exemple pour vous dire que c'est pas voilà, noir ou blanc, c'est vraiment les choses sont beaucoup plus subtiles, parce qu'à chaque fois c'est l'intention intérieure avec laquelle on fait les choses. Donc c'est ça qui compte. C'est pour ça que même si à un moment donné je construis une école, je bâtis une structure comme ça, ou une association d'éducation, main gauche. Parce que construire quelque chose, un bâtiment ou construire une association, c'est formel, c'est main gauche. Mais au moment où l'association fonctionne et que réellement elle sert à faire évoluer tellement de gens, main droite. Intéressant de voir toutes ces interactions, de voir que nous-mêmes, quand nous sommes des créateurs, eh bien c'est intéressant de penser à tout ça. Voilà déjà le premier point à travailler ce mois-ci en Capricorne pour préparer l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est riche avec le rayon 3. Que créer? À quoi est-ce que nous participons? Retrouver justement cette idée de plan global, de réfléchir donc à la loi de cascade, de cause à effet, l'innocuité, la cohérence, main gauche, main droite, tous ces éléments qui doivent rentrer un petit peu en ligne de compte dans notre réflexion pour alimenter notre participation à ce processus global. Deuxième point, le Capricorne nous propose un deuxième mot-clé, c'est le mot lumière. Là aussi, on est complètement en rapport avec le rayon 3 d'intelligence créatrice, la lumière. Oui, on dit souvent que la lumière, c'est une des trois qualités fondamentales de l'âme que nous sommes. L'âme, elle est plan, elle est amour, elle est lumière. Donc on dit que toute âme est finalement lumière. Et c'est vrai que la lumière, on la trouve partout. La lumière, qu'est-ce que ça pourrait être si on le définit de la manière la plus simple? La lumière, c'est simplement ce qui témoigne de la présence de l'âme en chaque chose. Donc ce n'est pas forcément une lumière visible, c'est simplement quelque chose qui serait un principe animateur. Vous voyez, anima, c'est l'âme en latin. Le principe animateur, c'est l'âme qui anime les choses. Donc le fait qu'un minéral puisse évoluer, un végétal, un animal, mais même aussi une molécule ou un atome. Donc l'âme est absolument partout. On appelle ça l'aspect lumière. La petite lumière qui en chaque chose amène les choses vers une évolution, agrandir. Voilà pourquoi des lumières, oui, il y en a de toutes sortes, depuis les lumières invisibles et imperceptibles qu'il y a vraiment complètement dans la matière, jusqu'aux lumières que nous pouvons percevoir beaucoup plus facilement, la lumière que nous sommes, nous, en tant que moi, en tant que personnalité, les lumières que nous sommes, la lumière de notre corps éthérique, qui est une grande lumière, le réseau éthérique planétaire, la lumière du mental, et puis la lumière de l'âme, et puis peut-être la lumière de l'esprit, et puis ça continue. Donc il existe différents degrés de lumière. Mais par contre, ce qu'on voit, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est combien la lumière est quelque chose qui part de tout petit et qui sans arrêt, cherche à s'accroître, cherche à grandir. C'est ce que nous propose le Capricorne. Le Capricorne, c'est l'histoire de la croissance de la lumière. Le Capricorne, c'est vraiment un processus d'initiation de la lumière. C'est pour ça que, pour nous humains, nous sommes une certaine lumière à un certain niveau. Voilà, nous sommes cela. Et dans cette énergie Capricorne, c'est se rendre compte de comment je conçois cette lumière.
Quand je m'intériorise, car c'est nécessaire et indispensable pour trouver cette lumière, quand je m'intériorise, qu'est-ce que je sens qui m'anime? Quel est mon point animateur? Quel est mon point fondamental? Qui suis-je vraiment? Toutes sortes de personnes, hein. Des gens vont dire je suis moi, ou ce qui m'anime c'est mon émotionnel, ou ce sont mes idéaux, ou ce sont mes idées. Chacun peut donner une réponse complètement différente, mais chacun peut sentir à un moment donné en lui la présence d'un point animateur, la présence de ce point. Et la lumière, c'est justement l'évidence de cette présence. Et lorsque nous commençons donc dans l'évolution sur le sentier de la main droite, à privilégier le processus par exemple de méditation, alors là, on sait qu'on va chercher à aller vers une lumière encore beaucoup plus grande. La lumière que nous sommes fondamentalement, la lumière des nirvanis, que nous semblons avoir totalement perdu en nous incarnant au niveau physique, mais que pourtant nous gardons à un certain niveau. Et donc ce n'est pas une lumière qui va grandir en nous, c'est une lumière dont on va retrouver la grandeur. Parce qu'elle est là, elle reste toujours là. Seulement, elle a été momentanément un peu enfouie par la matière. C'est une petite loupiote comme ça dans la nuit noire, et puis progressivement il va falloir faire reculer cette nuit et que la lumière à nouveau se révèle dans toute sa puissance. Vous voyez le symbolisme du solstice d'hiver? Dans la nuit noire, dans la nuit la plus noire, c'est là que la lumière va devoir croître, etc., jusqu'à ce qu'elle domine complètement à l'autre solstice. On est vraiment dans cette histoire. Et c'est pour ça que pour nous, quand on travaille sur l'âme, à un moment donné, la lumière, ça peut devenir le témoin de la présence intérieure qu'on sent être. Il n'y a pas à s'y retrouver une clarté, il n'y a pas à trouver une lumière. Souvent, on est un petit peu paumé quand on dit je sais pas, moi, on parle de lumière, mais moi, je vois rien, mais il n'y a rien à voir. Il y a tout à sentir. Il y a à sentir qu'à un moment donné, il y a une espèce d'évidence de l'être en moi. Je sens quelque chose, je ne sais pas comment le nommer, je ne sais pas ce que c'est, et puis rien n'est sûr, mais je sens qu'en moi, il y a quelque chose qui fait que je peux dire je suis. Mais même à un autre niveau que simplement je suis là, sur Terre. Voilà. Ce quelque chose mystérieux. Et c'est ce je suis qu'il nous faut progressivement arriver à mettre de plus en plus en exergue. Voilà ce que nous propose le Capricorne. Voilà pourquoi l'histoire du Capricorne, c'est vraiment une histoire de croissance de la lumière. C'est le signe, on l'appelle le Capricorne la lumière de l'initiation, qui déblaye le chemin pour de plus en plus de lumière. On en a un très beau symbole à travers les animaux qui symbolisent le Capricorne. Le Capricorne, au niveau le plus bas, quand on est vraiment au solstice d'hiver, que la lumière est une petite loupiote et qu'en tant qu'individu, nous sommes complètement pris dans la densité de la matière. Le Capricorne est symbolisé par le crocodile. Donc il y a la peau dure qu'on ne peut pas attaquer, qui est très très difficile de vaincre. Par contre, qui peut absolument massacrer qui y veut. Symboliquement, il vit dans l'eau, dans le plan astral, mais beaucoup plus dans la boue, en rapport avec la terre, et il rampe sur la terre, le plan physique. On a choisi cet animal pour symboliser ce qu'il y avait de plus dense et ce qu'il y a de plus bas. La lumière n'est pas tout à fait perceptible. C'est le moment où, quand on utilise les énergies du Capricorne de façon crocodile, on est vraiment quelqu'un qui est absolument dans la densité, dans le matérialisme, dans le pouvoir, dans la puissance et dans l'envie de dominer complètement les autres. Et puis progressivement, la lumière va s'accroître. On va quitter cette notion de Capricorne pour arriver au symbolique de la chèvre. Le Capricorne, après, c'est une chèvre, un bouquetin. Ce que je mets là-dedans, c'est la capacité qu'a la chèvre de monter. Un mouton ne cherche pas spécialement à monter. Mettez une chèvre dans n'importe quel terrain, si elle peut grimper, aussitôt elle le fait. Elles sont faites pour ça, elle ne peut pas s'en empêcher d'aller grimper. C'est un très beau symbole. Quand nous devenons des chèvres, ça veut dire que nous devenons finalement des individus qui, poussés par notre lumière, nous amènent sans arrêt à rechercher plus haut. La montagne étant le symbole de l'initié, rechercher à remonter toujours plus haut, plus loin. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que cette présence? Comment trouver plus de lumière? Comment comprendre plus de lumière? Je m'aperçois qu'à un moment donné, je vais vers la lumière, mais finalement c'est moi. Je suis cette lumière fondamentalement. Et comment y arriver? Comment y parvenir? Et à un moment donné, au sommet de la montagne, alors c'est plus ni la chèvre, ni le bouc, ni le bouquetin, c'est la licorne. Parce qu'il n'y a plus de dualité. À ce moment-là, les deux cornes qui représentent la dualité dans laquelle on continue d'évoluer fusionnent. Et donc la corne de l'âme et la corne de la personnalité fusionnent justement au milieu, et c'est sa fameuse corne de la licorne. Et donc la licorne sur le sommet de la montagne, c'est vraiment le symbole supérieur du Capricorne. Et c'est très intéressant, oui, ces trois animaux, parce qu'on voit comment, je vous décrivais tout à l'heure en termes de rayons, comment le Capricorne c'est tout, depuis 1 à 7,
Ben là, on pourrait le voir dans le sens inverse, de 7 à 1, c'est également le tout. Comment on commence justement avec très très peu de lumière dans cet animal symbolique que le crocodile, et comment avec la chèvre, on monte progressivement jusqu'à atteindre cette perfection, cette unité. Et c'est pour ça que, suite à la recherche de cette lumière, il y a un autre mot clé qu'on retrouve beaucoup dans le Capricorne, y compris dans les caractéristiques psychologiques du Capricorne, c'est le mot maîtrise. Ça, c'est un mot-clé au niveau du Capricorne qui est fondamental. Quand on est Capricorne, quand on utilise les énergies du Capricorne, on cherche toujours à maîtriser. Quoi? Ah, bah ça dépend du crocodile, de la chèvre ou de la licorne. Quand je suis au niveau du crocodile, je cherche à maîtriser mon milieu. Je cherche à être le maître. Ça veut dire que dans la rivière, ou en tant que crocodile, je suis là, il n'y a pas un poisson qui m'échappe, et si le moindre personne qui vient, plof, je gobe tout. Donc je suis le maître, je suis un dictateur, je suis quelqu'un d'épouvantable, je suis quelqu'un qui est matérialiste, qui peut absolument détruire tout. Voilà, je maîtrise tout. Je suis le maître. Plus je passe vers la chèvre, plus je m'élève et plus je me rends compte que non, on n'a pas à maîtriser comme ça les autres. Je ne suis pas là pour maîtriser le monde. Je ne suis pas le maître du monde. J'ai à me maîtriser moi-même. Et je dois apprendre à me maîtriser. Naturellement, souvent on fait des erreurs. Par exemple, on confond maîtrise et contrôle. Et donc souvent dans le Capricorne, quand on utilise ces énergies, on a tendance à dire « faut que je me contrôle ». Attention, si là, je suis comme ça c'est mal vu. Ça, il ne faut pas le faire. Ça, pas comme ça. Donc contrôler. Mais contrôler ne fait pas avancer. Contrôler, finalement, amène un certain nombre d'inhibitions, et c'est pas ça qui nous fait progresser. Non, c'est vraiment comprendre ce qu'on appelle le monde des initiations. Le Capricorne est véritablement le monde des initiations. C'est que plus notre lumière est capable de s'épanouir, plus finalement, par le fait même de cette lumière, elle va maîtriser progressivement le corps physique, tous les appétits physiques. Je ne suis plus du tout l'esclave de mon corps physique. C'est ce qu'on appelle la première initiation. Plus cette lumière s'accroît, plus finalement je me rends compte que l'amour est, et que ce que j'appelle moi l'amour, c'est un mélange de désir, d'affectif, etc. Et que c'est pas ça du tout. Et donc je finis par maîtriser mon corps émotionnel. Mais vous voyez, c'est par un contrôle. Par la lumière, d'un seul coup, je maîtrise complètement le corps émotionnel. Deuxième initiation. Et puis quand cette lumière s'accroît considérablement, alors c'est même mon mental qui est complètement maîtrisé. Je suis capable aussi bien d'unir le mental abstrait que le mental concret et mettre complètement et continuellement le mental dans la lumière. Troisième initiation. Il y en a plusieurs, hein, mais je m'arrête là exprès parce que c'est déjà pas mal pour nous. Donc de concevoir que finalement le Capricorne nous propose sans arrêt d'agrandir notre lumière et qu'à la suite justement de cet agrandissement de lumière, eh bien on s'aperçoit qu'on rentre de plus en plus dans une maîtrise. Et on devient de plus en plus donc les êtres spirituels qui nous dirigeons vers la licorne. La licorne étant le maître de sagesse, celui qui atteint la 5e initiation, celui qui atteint la perfection. Ça, c'est vraiment le sommet de la montagne. Alors on peut dire, mais alors, celui qui est maître, comme ça, qui n'a plus rien à faire sur Terre, qui a atteint l'objectif, qu'est-ce qu'il fait? Il devient le plus grand des serviteurs, mais le plus humble des serviteurs. On en a une très très belle image avec l'histoire de Jésus, qui, le soir, avant de se faire arrêter, il prend un dernier repas avec ses disciples. Il dit à ses disciples, je vais vous laver les pieds. Il faut dire que se laver les pieds, c'était le signe des esclaves. C'était les serviteurs ou les esclaves qui lavaient les pieds des autres. Alors, imaginez Jésus, le maître, qui veut laver les pieds de ses disciples, ils ont été un peu offusqués. Ils ont dit, non, mais c'est à nous de te laver les pieds. Pas question. Il dit, non, j'y tiens. Et donc il leur a lavé les pieds. Le symbole est très très beau, justement. Ça veut dire que tout maître qu'il était, il disait, mais on doit être absolument le plus humble des serviteurs. Il n'y a pas du tout une position de maîtrise à avoir. C'est pas parce que d'un seul coup je suis un maître de sagesse que dérouler le tapis rouge, c'est moi le maître, mes bien-aimés disciples, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui doit rester complètement dans l'humilité et servir sans que ça se voie, même sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Toute personne qui veut se faire passer pour un maître, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été compris du point de vue du Capricorne. Donc c'est le plus humble des serviteurs. Voilà pourquoi la parole clé du Capricorne, et chaque mois, je vous donnerai la parole clé sur laquelle on peut méditer. La parole clé du Capricorne, c'est « Je suis perdu dans la lumière supérieure et je tourne le dos à cette lumière ». C'est la parole du maître, c'est la parole de la licorne. On est perdu dans la lumière supérieure, perdu pas du tout dans le sens de paumé, dans le sens de vraiment, on est éperdument dans cette lumière, mais on ne reste pas dans cette lumière, à faire face à cette lumière et à s'échapper de la terre.
Non, non, on profite du fait que nous sommes pleins de cette lumière pour lui tourner le dos et amener maintenant cette lumière partout dans l'humanité, sur le chantier. Un maître de sagesse est d'autant plus responsable d'amener la lumière sur le chantier. Et donc, notre travail à nous tous, parce que nous tous, nous deviendrons des maîtres, on n'y coupe pas, c'est inratable. Mais il faut bien se rendre compte que quelquefois, vous voyez, ce processus de l'initiation, on le met comme but. Comme si pour nous, l'humanité, le but, c'est de devenir des initiés. Et alors, en tant qu'initié, bye bye la Terre, salut les humains, bon courage, allez, allez-y, je l'ai fait, donc vous pouvez le faire, je me taille. Non, 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 non. Le but n'est pas l'initiation. Par contre, l'initiation est le moyen par lequel on devient chacun perdu dans la lumière. Et fort de cette lumière, on amène d'autant plus de moyens à la création du chantier. Donc je suis perdu dans la lumière supérieure, je tourne le dos à cette lumière et je sers. Donc, le but véritable, l'intention véritable de l'initiation et de la maîtrise, c'est le service. C'est ce qu'on va retrouver aussi comme idée, avec l'idée très forte aussi en rapport avec le Capricorne, c'est l'idée de responsabilité. Ainsi, nous avons nos 3 idées majeures sur lesquelles on peut travailler donc ce mois-ci. Être responsable, ça veut dire être capable d'apporter des réponses essentielles. Donc ça veut dire que toute personne qui n'en est pas encore là, qui ne peut pas apporter de réponse essentielle, est un être irresponsable. Un enfant est forcément irresponsable. Par contre, plus on grandit, plus on devient justement des partenaires de ce chantier, plus on peut chacun apporter des réponses, si modestes soient-elles, ça n'a aucune importance. Et ce qui est important, c'est que ce sens de la responsabilité, c'est quelque chose qui est toujours omniprésent, pratiquement du crocodile jusqu'à la chèvre, jusqu'à la licorne, à tous les niveaux du Capricorne, quand on manipule ces énergies, on retrouve cette idée de responsabilité. Les gens qui utilisent par exemple les énergies du Capricorne ont ce sens inné très fort de la responsabilité personnelle. Pourquoi ? Parce que justement, ils sentent qu'ils sont tellement dans une certaine maîtrise de leur être, de leur savoir-faire, que finalement, dans le cadre de leur métier ou de leur entreprise, etc., il faut bien se rendre compte que c'est quand même eux qui savent le mieux. C'est eux les plus forts. C'est eux les plus capables. C'est donc normal qu'on leur remette les responsabilités. Parce que finalement, les autres sont assez irresponsables. Ils ne font pas attention, ils font mal ceci, ils font mal cela. Alors que eux, finalement, avec les énergies Capricorne, mais ils sont sérieux, on peut compter sur eux, ce qu'ils font, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Donc c'est normal qu'ils aient finalement les responsabilités, qu'ils soient président, directeur général, c'est tout à fait normal. C'est pas de la forfanterie. D'ailleurs, souvent ils en ont marre de voir les gens assez irresponsables. Et donc ils disent, bon, laisse-moi, je vais le faire. Ah ben oui, mais ça va te rajouter des responsabilités. Oui, mais je vais préférer. Au moins, comme ça, ce sera bien fait. Et quelquefois, ils se retrouvent avec plein de responsabilités, parce que naturellement, il n'est pas question de déléguer. Ça va être nettement moins bien fait. Et là, on retrouve souvent des gens qui continuent de déplorer les effets dont ils chérissent les causes, du style « personne ne m'aide, j'ai tout le poids sur moi », alors que c'est eux qui ont tout fait pour décourager les autres, pour prendre toutes les responsabilités, parce qu'ils aiment ça. Et là, on voit comment dans la responsabilité, vous voyez, cette version inférieure Capricorne prend du poids. Être responsable, c'est sérieux. C'est dur, c'est difficile, on ne plaisante pas, on ne rigole pas. Pas marrant la responsabilité vue comme ça. Mais ça, c'est complètement la version inférieure. En vrai, c'est pas ça du tout. La responsabilité, en vrai, c'est la conséquence de l'amour. C'est la conséquence automatique de l'amour, avec un A majuscule, de l'amour unité. En effet, l'amour éclaire, en général, un champ d'action. L'amour éclaire un champ dans lequel on peut agir. Et quand on réalise un petit peu tout ce champ d'action pour lequel on dit, mais bien sûr qu'on est partie prenante de ce champ d'action, alors la responsabilité vient. Mais c'est automatique. C'est pas quelque chose qu'on réclame, c'est pas quelque chose dont on demande, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose qui est la suite naturelle, la conséquence naturelle du fait qu'on aime, qu'on comprend, qu'on se dit, mais c'est évident que c'est ça. Par exemple, au niveau personnel, quand l'amour est encore affectif, regardez comme on se sent très vite responsable de tout ce qui arrive aux gens qu'on aime. Donc tous les gens qu'on aime, la famille, les enfants, les proches, là on a le sens des responsabilités pour eux. Personne ne nous a mis dessus, hein. C'est complètement naturel. Ces gens-là, je les aime et j'ai peur de ce qui va leur arriver, donc si je peux faire quelque chose pour vous aider, voilà. Par contre, les gens qu'on n'aime pas forcément, non, bah ça c'est leur problème. Hein. Moi je ne suis pas responsable du monde entier non plus, hein. Ça, alors, ils se débrouillent. Hein. Bon, voilà. Bon.
c'est automatique. Donc vous voyez, c'est exactement ce que disait le renard au Petit Prince, après l'avoir apprivoisé. Il lui disait, mais est-ce que tu te rends compte qu'on est responsable de ce que l'on a apprivoisé? Tu as apprivoisé ta rose, tu es donc responsable d'elle. Parce que c'est lié. Apprivoisement, amour, responsabilité, c'est exactement la même histoire. Donc ce qui va être intéressant, c'est de se rendre compte que plus on va progresser dans l'amour, et le Capricorne est véritablement un signe d'amour, plus on va vraiment rentrer dans cette responsabilité automatiquement, sans qu'on s'en rende compte. Plus on va aimer l'humanité, plus on va aimer le chantier. Pas affectivement, hein. Je ne dis pas plus on va apprécier. Le mot aimer est complètement à déconnecter du mot apprécier. C'est-à-dire plus on prend en compte l'ensemble, plus on réalise qu'on est vraiment venu par rapport à cet ensemble. Alors le sens des responsabilités, mais il vient tout seul. Automatique. La responsabilité, elle est là. C'est évident que je me sens responsable de ce chantier, co-responsable de ce chantier, parce qu'évidemment, ça n'est pas que moi. C'est quelque chose qui est dans l'ensemble. Ce signe du Capricorne qui cherche toujours à unir la conscience, la forme, qui cherche à travailler avec les deux aspects, à adapter l'un à l'autre, c'est véritablement un signe fondamental d'amour. C'est pour ça que ça peut paraître bizarre, mais en termes techniques, dans l'astrologie traditionnelle, on connaît que Saturne comme planète du Capricorne, mais plus fondamentalement, la vraie planète du Capricorne, c'est Vénus, qui est une planète d'union, d'unité aussi. Et là, on se rend compte combien il y a vraiment une déclaration, une perfection d'amour total dans cette énergie, surtout quand on va vers la licorne, et qu'à partir de ce moment-là, toute responsabilité se met en place. Il faut donc bien se rendre compte que la toile de fond de notre système, la toile de fond de notre univers, c'est l'amour. Et ce que nous avons à révéler, c'est cette toile de fond. Donc l'amour est la toile de fond de l'existence, et il nous revient la responsabilité de le révéler. Nous avons à devenir des maîtres dans l'art d'exister au diapason de l'essentiel. Nous avons à devenir des maîtres dans l'art d'exister au diapason de l'essentiel. La responsabilité d'aimer, c'est la responsabilité d'unir et de traduire à chaque instant l'essentiel dans l'existence. Voilà. C'est ça la responsabilité. C'est unir, traduire dans notre quotidien à chaque instant, donc l'essentiel dans l'existence. Et du coup, la responsabilité telle qu'on peut la vivre à ce moment-là, elle n'a plus rien de lourd. C'est même un mot qui devient léger. C'est un mot qui devient joyeux. C'est un mot qui va de soi. C'est évident que d'un seul coup, on se découvre en responsabilité planétaire, en co-responsabilité planétaire. Et ce n'est pas un truc qui nous écrase, parce qu'on est toute une bande. Et si moi je tombe malade, et si je suis pas bien, si je suis fatigué un peu, c'est pas grave. Les autres sont aussi responsables que toi, t'en fais pas. Dès que tu reposes-toi, dès que tu reprends, pouf, voilà, il y aura un relais. Et donc la responsabilité devient complètement quelque chose qui a une autre compréhension que quand on en fait quelque chose de tout à fait personnel et individuel. Voilà donc quels sont nos points fondamentaux sur lesquels on a à travailler dans le Capricorne. Et chaque mois, nous allons nous efforcer comme ça de ressortir un certain nombre de mots-clés sur lesquels on peut méditer, sur lesquels on peut réfléchir, naturellement à appliquer aussi dans notre quotidien, et qui sont à chaque fois donc les éléments les plus fondamentaux à travailler. En sachant que, naturellement, vous pouvez vous amuser à travailler la responsabilité, la création, la lumière au mois de juin. On pourrait dire, mais c'est à travailler tout le temps. Oui, mais il faut savoir que parce que nous vivons sur cette terre et parce que nous partageons la démarche méditative de la terre, rien ne vaut de le travailler maintenant. Et qu'en plus, nous commençons un cycle et que commencer l'année par repositionner justement tous ces éléments fondamentaux, il n'y a rien de tel pour pouvoir être dans le cycle. Donc voilà le travail qui va être à faire cette année. En conclusion, je voudrais vous dire simplement que ce n'est que dans le recueillement qu'on perçoit véritablement la lumière intérieure. Donc c'est vrai que ça peut nous demander, surtout dans les jours qui viennent, d'abandonner ou de renoncer quelque peu, par moment, au côté paillettes, au côté bruit, au côté lumière extérieure que nous proposons dans notre société. Donc on voit bien comment la fête des Lumières, c'est avant tout pour nous la fête des Lumières extérieures. Il y a des illuminations partout, les magasins, etc. Il y a des propositions marchandes, il y a des propositions de consommation. Bref, tout ce qui est de l'ordre du crocodile, ou de la chèvre, qui cherche à brouter la meilleure herbe. La société vit cela comme ça. Pour nous, ce n'est pas toujours facile d'être là-dedans, donc c'est pour ça qu'il faut savoir se prendre par moments des moments de recueillement, laisser les lumières extérieures pour rentrer dans la lumière intérieure, laisser les propositions donc extérieures pour rentrer donc dans ces propositions telles qu'on vient de les voir là. Bien comprendre que Noël propose une étoile qui mène à notre divinité intérieure.
Et cette divinité intérieure, il faut la protéger, et la faire croître, cette lumière intérieure. C'est cette étoile qu'il faut suivre. Et en quelque sorte, à ce moment-là, c'est répondre à cet appel. Et répondre à l'appel de l'étoile, c'est ça notre responsabilité Capricorne. C'est vraiment une énergie qui nous propose de suivre l'étoile, comme ont fait les rois mages. C'est rien d'autre que de ce que nous sommes, se suivre soi-même dans cette progression-là, et réaliser que ce que nous avons à faire dans le Capricorne, c'est cela. C'est ça qui ouvre un nouveau cycle de service, c'est ça qui ouvre un nouveau cycle justement de participation à l'ensemble, et c'est vraiment comme ça que nous pouvons au mieux débuter l'année. Et on pourrait se quitter sur 3 paroles qui sont intéressantes justement dans ce moment de recueillement. Osons le silence, osons perdre nos repères, et osons écouter l'indicible. Et bien, je vous propose une méditation là-dessus.